je m'appelle Jérôme Pellissier, j'ai une activité de psychothérapeute, de chercheur indépendant, et puis j'accompagne aussi, je fais de la formation, j'accompagne aussi des équipes sur différentes thématiques, et notamment celle sur laquelle j'ai écrit ce livre, La fabrique des surdoués. J'ai été frappé par le nombre de personnes, que ce soit des gens que je suis en psychothérapie ou ailleurs, qui sont en difficulté, voire en souffrance, à cause de fonctionnements, d'intelligence et de sensibilité qui sont atypiques et anormés, et qui sont des personnes qui ont très souvent été traditionnellement, soit vraiment psychiatrisées, soit des personnes depuis quelques années, souvent, qui sont justement classées un petit peu dans cette catégorie de personnes surdouées, HPI, etc. Et j'ai voulu là, précisément pour ce livre-là, m'intéresser à cette catégorie, à tout ce qui se passe autour. Tout dépend beaucoup de ce que vous entendez par brillant. En tout cas, les enfants HPI, actuellement, pour que ce diagnostic soit posé d'un point de vue psy classique, il faut qu'il y ait qu'il y ait un test de QI et que la mesure qui est donnée dépasse un certain niveau. Et donc on pourrait dire, si vous souhaitez définir un enfant brillant ou une personne brillante par quelqu'un qui fait un usage de son esprit avec des choses qui incluent la créativité, la curiosité, des choses comme ça. À ce moment-là, c'est pas du tout la même chose en effet que ce que nous disent les chiffres de QI, qui ne mesurent que la performance à un certain nombre de petites facultés cognitives, ce qui représente vraiment un tout petit bout seulement de ce qu'on peut faire avec notre cerveau. Alors il y a probablement plusieurs facteurs. Un facteur clairement social, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de presque de réflexe depuis quelques années, dès que certaines personnes ont des difficultés, et notamment les enfants par exemple, des difficultés scolaires. Dans certains milieux, ça allume un peu vite une sorte de tentative de dire s'il est en difficulté à l'école ou s'il s'ennuie à l'école, c'est peut-être parce qu'il est entre guillemets trop intelligent. Il y a aussi une dimension sans doute quand même psychologique qui est ce réflexe qu'on a maintenant dans notre culture à estimer, si on se pose des questions sur notre intelligence, que la meilleure personne pour y répondre, c'est un psychologue ou une psychologue, et qu'il faut tester ça, quantifier ça, pour pouvoir répondre aux questions qu'on peut se poser sur l'usage qu'on fait de notre esprit. Je crois que la première chose, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, c'est vraiment de laver nos regards d'un certain nombre de stéréotypes, d'idées reçues sur ces personnes-là, parce que c'est un diagnostic qui vraiment comporte, enfin un diagnostic, vraiment clairement une étiquette, voire un stigmate, qui apporte vraiment avec lui beaucoup de clichés et d'idées reçues. Je crois aussi qu'il serait temps d'arrêter de regarder comme des monstres ces personnes-là, et plutôt de se questionner sur les normes, et sur comment ça se fait qu'actuellement encore, que ça soit à l'école ou dans certaines familles ou dans certains milieux professionnels, on n'arrive pas à profiter justement de personnes qui ont des fonctionnements intellectuels et sensibles atypiques. Donc ça ouvre le champ à vraiment tout un travail que la psychologie et les psychologues doivent encore pour certains faire autour de la compréhension de la psychodiversité, de la neurodiversité et de la singularité de nos fonctionnements, et avec vraiment en pouvant travailler sur l'ensemble de nos intelligences et de nos sensibilités qui fonctionnent ensemble justement sans faire de l'intelligence un tout petit quelque chose réduit à une performance, à des tests.